Bonjour et bienvenue à Dialogue Fidélité. Mon nom est Alexis Hamelin, vice-président partenariat stratégique. En janvier 2021, Fidélité lançait les deux premiers profils de la gamme FNB simplifiée, soit FBAL et FGROW. 5 ans plus tard, c'est 17 milliards sous gestion, 6 profils disponibles et ceux-ci font partie des solutions les plus utilisées par les conseillers. Aujourd'hui, pour nous éclairer sur les tendances chez Fidélité et dans l'industrie, je suis accompagné d'Étienne Bouchard, directeur des FNB et produits alternatifs. Salut Étienne, merci d'être avec nous ce matin. Salut Alexis, toujours un plaisir. Je me trompe où il y a beaucoup de mouvements dans le marché, mais les tendances principales n'ont pas vraiment changé. Oui, c'est un très bon point de départ. C'est sûr que les dernières données officielles qu'on a d'un côté mois, c'est la fin février. On s'entend que la volatilité dans les marchés a commencé un peu après la fin du mois, avec tout ce qui se déroule avec la guerre en Iran. On a vu la volatilité des actions augmenter, le VIX augmenter, le MOVE a augmenté, qui est l'indice similaire pour les obligations. Les taux obligataires ont monté. On parle qu'on enlève un peu, du moins du calcul ou les attentes des investisseurs des coupeurs de taux. Bref, ça amène la volatilité, ça amène un peu de changement. Donc, je dirais dans les 2 dernières semaines, quand même, un peu moins d'entrée d'actifs dans l'industrie. Tout à fait normal. Je pense que peut-être aussi c'est une période saisonnière plus faible. C'est tout comme un perfect storm, comme on dit en anglais. La fin de la saison des REER, c'est les vacances pour plusieurs. Et en même temps, on a une période de volatilité un peu plus élevée qu'on n'avait pas eu depuis quelques temps. Donc, je pense que c'est tout à fait normal. Ceci dit, si on regarde le mois de février, où est-ce qu'on a les données, c'est le mois avec le plus d'entrées d'actifs de l'histoire dans l'industrie canadienne. Donc, dans le fond, le dernier meilleur mois, c'était janvier. Avant ça, c'était décembre. Puis là, on a vraiment un nouveau record en février. Donc, tout qu'un début d'année, tout qu'une fin d'année aussi l'année dernière. J'ai quelques notes ici que j'avais notées juste pour éclairer un peu notre audience. Environ 20 milliards d'entrées d'actifs en février, environ 12 du côté des actions, plus de la moitié de ce 12-là du côté international. Donc ça, cette tendance-là continue d'être très forte. Évidemment, certains des marchés, dont les marchés émergents, ont été impactés un peu plus fort par toute la volatilité dernièrement, dû au fait que beaucoup de ces économies-là sont un peu plus sensibles peut-être à ce conflit-là qui se déroule. Si on parle de la Chine, on parle de l'Inde, beaucoup de leur pétrole est un peu plus... Ils sont plus dépendants. Exactement, leur approvisionnement d'énergie est peut-être un peu plus dépendant, si on veut, autant que ça passe à travers Hormuz ou bien pour la Chine, complètement de juste acheter de l'Iran. Donc, peut-être un peu plus de peur d'inflation, un peu plus de vol de ce côté-là. D'autres points que j'avais notés, même avant qu'on voit un peu cette ascension-là dans le prix de pétrole, on avait vu quand même une rotation qui se faisait d'un côté de demande sectorielle en février, donc c'était quand même un peu tôt. Mais 250 millions d'entrées d'actifs dans les FNB sectoriels pour l'énergie, puis environ des sorties de 1 milliard du côté financier, secteur financier. Donc, ça inclut les banques, majoritairement des FNB de banques canadiennes. Donc, quand même un peu surprenant ou un peu, pour ceux qui ont fait ce move-là, évidemment, ça leur a été peut-être légèrement bénéfique, malgré que ça s'est comme relativement stabilisé déjà, pas autant le prix, mais les actions de compagnies de pétrole. Et puis, si je regarde la dernière catégorie que nous, on regarde toujours, évidemment, en lien avec nos FNB simplifiés, c'est la catégorie multi-actifs ou les Asset Allocation ETFs, des produits où est-ce que c'est clé en main, on utilise des actions, obligations, un peu une approche portefeuille. 2 milliards d'entrées en février. Et pour le mois, FBAL, donc notre FNB simplifié équilibre, était au 4e rang. Puis notre toute action canadienne... excusez-moi, pas toute action canadienne, toute action monde, qui est le FEQT, donc FNB simplifié action, était 6e place. Donc, on parle quand même d'un très bon mois de notre côté. On est super contents. Puis, donc, je pense que ça fait le tour. Il y a évidemment bien d'autres choses qu'on pourrait mentionner, mais c'est les points clés que je me rappelle. Si on parle de... Fait que l'international, on a les chiffres de février, la tendance était maintenue. Tu as mentionné l'énergie. Quand on dit que l'industrie suit, que l'argent suit les rendements, est-ce que tu le vois un peu avec l'énergie? Ou le marché avait quand même anticipé un petit peu ce qui allait se passer, puis il y avait une rotation? Oui, c'est une très bonne... règle de pouce, on a tendance à voir du momentum se faire lorsque les rendements se manifestent. Mais si quelque chose va bien, généralement, ça fait comme effet boule de neige avec les entrées d'actifs et tout ça. Puis c'est toujours un peu le cas. Je pense que c'est un peu une des raisons pourquoi la demande pour l'international, je dirais, dans la dernière année, un marché qui a, en termes relatifs, surperformé les actions américaines. Évidemment, beaucoup moins concentré, plus cyclique, un peu de moins grande qualité. C'est pas nécessairement ça qui fonctionnait dans la dernière année. Donc, oui. Pour le côté énergie, c'est quand même
je ne sais pas si je serais prêt à dire que c'est ça, mais c'était un peu tôt. Ceci dit, il y avait eu beaucoup d'achats de des produits qui étaient axés sur le secteur de métaux précieux ou même de commodités physiques du côté métaux précieux. Puis je pense qu'il y avait quand même beaucoup d'investisseurs, beaucoup de conseillers, beaucoup d'institutions qui commençaient à regarder un cycle de commodités plus large. On regarde dans l'histoire si les métaux de base et les métaux précieux ont mené la charge. Généralement, c'est pas trop long après que le pétrole suit. Ce coup-ci, c'est pas du tout à cause de ça qu'on a vu une augmentation de prix de pétrole, c'est simplement parce qu'il y a beaucoup d'offres qui ont été enlevées de la table, en sorte que la dynamique d'offres et demande a été un peu brisée court terme. Donc, ça n'a pas nécessairement un rapport avec juste on a plus de demandes d'énergie naturelle, puis ça prend du temps à le produire. On a coupé du côté off. Mais, ceci dit. Ça amène l'attention sur le sectoriel, puis il y a potentiellement des gens qui ont ajouté dans le portefeuille. Exactement. Puis, le secteur d'énergie, de façon plus large, si on regarde, du moins dans nos FNB factoriels ou dans nos portefeuilles, ça faisait plusieurs temps que beaucoup de nos mandats étaient surpondérés, l'énergie, par le fait qu'ils se retrouvaient dans beaucoup de produits valeurs. Je dirais avec l'exception du côté US, côté canadien, côté international, c'était surpondéré. Puis si on regarde même d'un côté momentum, évidemment, non, mais du côté qualité aussi. Donc, notre qualité internationale, par exemple, avait des positions surpondérées en énergie. C'était des titres qui offraient quand même des rendements sur équité ou des rendements sur le capital, là, Return on Invested Capital, Return on Equity, qui étaient en haut de la moyenne. Donc, surprenamment, c'est des titres qui s'étaient beaucoup améliorés en termes d'opération, de profitabilité, et puis aussi en termes de levier. Donc, il était beaucoup moins à levier qu'il l'était dans le passé. Donc, pour nous, ben, c'est dans une position qu'on a qui est historiquement un peu moins agressif dans nos portefeuilles, on surperforme lorsqu'il y a la volatilité généralement parlant. Fait que ça a été en termes de rendement relatif bon pour nous dans le dernier mois. Puis tu disais l'énergie, on le fait par le modèle factoriel, mais pas par l'argent qui s'en va là ou parce qu'il y a du momentum ou parce que les choses changent. Le modèle avait décidé, selon les critères qui sont déjà préétablis, que c'était un secteur où on voulait s'exposer. Oui, exactement. Il n'y a pas personne qui a fait un call pour dire hey, c'est le temps de overweight parce qu'on pense qu'il va y avoir un baril de pétrole qui augmente en termes de valeur. C'est simplement que ces titres-là, d'un côté fondamental, semblaient plus attrayants. Donc, autant d'un côté valeur que qualité que je mentionnais. C'est sûr que historiquement, c'est rare qu'ils se retrouvent dans les produits faible vol parce que c'est un secteur cyclique. Justement, qu'est-ce qu'on vient de voir, c'est un bel exemple de tu peux avoir des swings très importants d'intra-journaliers. Et d'un côté momentum, ben, ça n'a pas vraiment super bien performé dans la dernière année et demie. Donc, c'est pas vraiment si ça continue, ça peut peut-être devenir absolument quelque chose pour le momentum. Ouais. Je te pose une question sur l'innovation dans l'industrie. Y a-t-il des choses que tu vois, autant de nous, de compétiteurs, qui sont intéressantes? Je sais que dans les dernières années, il y avait les ETF sur un stock, les ETF leverage, peut-être un peu moins populaires en ce moment, mais y a-t-il des thèmes qui sont intéressants? Oui, bien, on aime tout le temps regarder nos yeux ouverts un peu sur ce qui se déroule dans l'industrie. Ou évidemment, nous, chez Fidélité, on essaie tout le temps d'être innovant. Donc, on essaie de penser à des nouvelles stratégies qu'on pourrait lancer, offrir aux conseillers. Et je dirais que un peu moins d'innovation depuis le début de l'année. Ceci dit, il y a des produits qui ont été lancés il y a quelques années qui semblent avoir un peu plus d'intérêt parce que là, on parle de volatilité. Autant que ça parle, que je mentionne, si on veut mettre dans cette catégorie-là, des produits alternatifs liquides en ETF. Donc, des produits long-short, des produits marché neutre. Ben là, si les obligations ne sont pas là pour nous protéger dans cette période de volatilité-là, parce que comme je mentionnais tantôt, ton taux de 10 ans augmente, tes taux court terme augmentent, la Banque d'Australie vient d'augmenter ses taux, c'est un précurseur pour le Canada. Bref, je pense qu'il y a beaucoup de conseillers qui se demandent la question, est-ce que mon revenu fixe va être vraiment là pour me protéger si on a une petite période d'inflation un peu plus chaude? Fait que je pense que ça, c'est comme revenu un peu dans les conversations. Et l'autre produit, beaucoup plus populaire aux États-Unis, quelques émetteurs en ont au Canada, pas chez Fidélité pour le moment, mais c'est des produits qui vont utiliser des stratégies qui emploient ou des produits, des dérivés. Donc, ils vont essayer de faire... Des options? Des options, exactement. Ils vont utiliser des options pour avoir des outcomes définis où on essaie de cibler un rendement. Donc, aux États-Unis, très fort, les buffer ETF. Donc, tu essaies comme de limiter tes outcomes vers la baisse ou même tes capés à la hausse, évidemment, mais où est-ce que tu peux peut-être te donner un peu plus de certitude ou de confiance dans le profil de rendement que tu peux faire.
On n'en a pas au Canada, des buffers. Là, Il y en a au Canada, petit il y a peu, quelques émetteurs qui en ont. Je dirais que ça n'a pas été comme le gros succès en termes d'entrée d'actifs, mais là, tu en entends un peu plus parler dans les conversations, des alternatives aussi à des notes structurées, évidemment, parce que pour le moment, on est loin d'être à des niveaux où est-ce que certaines notes peuvent se faire comme passer, si on veut, leur plancher, mais il y a beaucoup d'innovation, je dirais, qui se fait de ce côté-là pour un peu remplacer les obligations traditionnelles qui... ça vient tout du même point. Le point, c'est comment on se protège, puis les obligations sont peut-être moins là, donc on essaye de... Surtout en période inflationniste. Fait que si on parle que le gros risque en ce moment, c'est on ait une inflation qui remonte, peut-être pas à des niveaux ce qu'on a vu en 2022, là, qui était assez exceptionnel. Là, on parle de la plus grande inflation qu'on avait vue depuis 40 ans en réalité. Peut-être pas pour dire qu'on va aller à ces niveaux-là, mais simplement le changement de ton, où est-ce que c'est plus en décroissance et c'est peut-être en réaccélération, ça fait un gros changement de ton de la part de la Banque centrale américaine. L'administration aux États-Unis, ils ont nominé un remplaçant, évidemment, pour Jerome Powell qui s'en vient, M. Warsh. La pression était de dire, malgré que cette personne-là avait une approche plus hawkish, comme on dit, peut-être que Trump, de l'autre côté, il va essayer de dire, lui, il voudrait que les taux soient beaucoup plus bas. Mais là, si tu as de l'inflation en plus, là, tu commences à menotter beaucoup cette personne-là. Tu lui limites les décisions potentielles qu'il pourrait prendre. Donc, qu'est-ce qui fonctionne en même temps? Si les obligations ne fonctionnent pas, il y a d'autres parties du marché qui bénéficient un peu de ça, évidemment. Puis c'est les commodités. Alternatifs, mais comme tout ce qui est un peu plus économie réelle, des financières, tu veux pas, les taux augmentent, généralement, tu es capable d'augmenter un peu plus tes marges. Donc, des secteurs un peu plus valeur, des secteurs un peu plus, surtout, je dirais, plus valeur, du moins dans notre lens à nous, le factoriel. Côté valeur, on aimait beaucoup ça en début d'année. On continue, je pense, d'aimer ce côté-là pour ces raisons-là que je viens d'énumérer. Tu m'ouvres la porte en parlant justement de nos facteurs. Les quatre qu'on parle habituellement, qualité, low vol, momentum, valeur, qui font partie de nos FNB simplifiés. Ouais. On en parlait dans l'appel avant, mais il y en a 3 des 4 dans chaque région qui fonctionnent mieux que l'indice ou l'indiciel. Ouais. Qu'est-ce qui explique ça? C'est quoi qui fait que le factoriel fonctionne bien? C'est un élargissement du marché. C'est la raison principale. Puis si je regarde aux États-Unis, malgré que si tu regardes le rendement du S&P 500, c'est rien flat, là, pas super excitant comme rendement depuis le début de l'année, mais tu vois beaucoup plus de titres surperformer cet indice-là. Right? Donc, ça devient un peu plus un stock pickers market, ça devient un peu plus un marché où est-ce que le côté factoriel peut fonctionner parce que c'est pas nécessairement les 7 ou 10 mêmes titres qui tirent l'indice à la hausse comme on a vu dans les années précédentes. Ça a commencé à tourner en Q4 l'année dernière, mais ça a été une année plutôt difficile l'année dernière pour les gens comme nous, où est-ce qu'on cible on cible des critères fondamentaux, des compagnies qui ont des bonnes profitabilités, des bonnes valorisations, qui ont un peu de momentum et qui ne sont pas trop volatiles. C'est pas tout à fait ça qui marche l'année dernière. Fait que, on avait dans certaines régions l'année passée, il y avait juste un facteur qui surperformait ou 2 facteurs qui surperformaient dans le package de 4. Cette année, c'est tout à fait différent à ton point, c'est 3 ou 2. Puis la moyenne historique, c'est environ 2,7. Fait que, on est retombé dans un marché où est-ce que la sélection de titres devient importante, la sélection de secteurs redevient importante, quelque chose qu'on fait également dans les portefeuilles. Diversification. L'impact de diversification, absolument. Et puis, si tu regardes ton S&P 500, qui est le top 10 à un certain point, on parlait que c'était 35 % de l'indice. Cette rotation-là vers le reste des titres fait en sorte que ça va venir se corriger un peu, les valorisations baissent un peu. Donc, c'est comme quasiment une année plus difficile, mais il y a du positif là-dedans quand même, je dirais, du moins de notre côté relatif. Mais je pense pour beaucoup de conseillers aussi ou c'était via leur sélection de titres ou certains des mandats qu'ils utilisaient qui étaient peut-être un peu moins concentrés pour justement se protéger contre une éventuelle rotation. Le rendement relatif est positif pour beaucoup cette année, qui était peut-être moins le cas dans les dernières années, où est-ce que c'était vraiment comme thématique AI, les mega growers, puis ceux qui faisaient du immense capex spending ou du moins les dérivés immédiats. Fait que ceux qui recevaient ce capex-là immédiatement pour développement d'infrastructures et développement de database et autres. Puis tu parlais la dernière fois qu'on s'est parlé, il y avait un rééquilibrage qui n'était pas encore terminé. On l'a eu. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes parmi les différentes régions qu'on a achetées ou qu'on a vendues? Oui.
Oui, ben c'est tout le temps intéressant. Des fois, il faut que tu cherches un peu plus longtemps parce Faut que que tu fouilles. sur le headline, tu vois 20% de turnover, puis t'es comme, c'est pas tant que ça. Je dirais que le mois, parce un peu pour peut-être l'information pour les gens qui nous écoutent, tous nos produits factoriels, évidemment, c'est des mandats systématiques. T'sais, on sélectionne des titres sur des critères fondamentaux, mais on le fait de façon continuelle. Fait qu'à toutes les, pour certains facteurs, c'est à tous les trimestres, comme Momentum. D'autres, c'est 2 fois par année en février et en août pour valeur, qualité, faible vol. Fait que notre équilibrage de début d'année, c'est fin février, donc on vient de le faire, comme tu mentionnais. Et puis, je dirais que le range de turnover ou de roulement de portefeuille, c'est entre 19% du portefeuille qui est historiquement faible, jusqu'à 46% du portefeuille, comme dans le valeur international et dans le momentum international. Il y avait beaucoup C'est la plus de moitié roulement. qui bouge. Là. Exact. Donc ça, c'est comme beaucoup plus de turnover. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que les secteurs n'ont pas bougé tant que ça. C'est vraiment les titres à l'intérieur des secteurs qui ont plus bougé. Et dans certains cas, du côté canadien, quelques points qui étaient intéressants, c'est qu'on est du côté... J'avais noté quelque chose là, qui m'avait vraiment ressorti beaucoup plus. Là. Du côté valeur, on est surpondéré le secteur technologique pour la première fois que le modèle existe. Avec tout ce qui se passe, là, on ne sait pas exactement software, tech, peu importe. Je pense que là, tu trouves un peu le raisonnement derrière ça. Puis, je pense qu'il y a beaucoup d'investisseurs canadiens qui regardent leur titre de software dans la dernière année puis ils trouvent ça assez misérable comme expérience. Mais si c'est à un point où est-ce qu'un modèle quantitatif qui n'a aucune émotion commence à trouver des opportunités de valeur dans un secteur qui est historiquement plus cher que l'indice, ça commence à être intéressant. Fait que, on a ajouté dans le dernier équilibrage, dans notre mandat valeur canadien, Constellation, Celestica, OpenText, CGI. Je pense que je n'ai pas nommé aucun 2 fois. Là. Donc, tu te dis ça. Pas d'émotion. Pas d'émotion. Du côté, on entend nos gestionnaires également en parler un petit peu plus. Dernièrement, j'étais à un événement avec M. Daniel Dupont, qui est justement un gestionnaire de valeur, commence à regarder pour certaines opportunités du côté software. Tu sais, la réalité, c'est que beaucoup de ces titres-là sont encore hyper profitables. Ils ont des retours sur leur équité incroyables. Oui, peut-être qu'ils vont faire ils vont se faire challenger par l'arrivée de plusieurs solutions AI comme remplaçants ou comme. Mais la réalité, je pense que le marché sous-estime la capacité de ces entreprises-là d'être innovants aussi. Beaucoup de ces compagnies-là, ont extrêmement de cash, donc des très grosses sommes de cash. Donc, tu te dis, pourquoi ils ne pourraient pas, eux, ou avoir un partenariat avec ces compagnies-là, ou bien simplement les acheter et les intégrer verticalement dans leur entreprise. Ça, je parle surtout du côté US, peut-être du côté Canada un peu moins, mais si tu regardes des compagnies qui ont été frappées fort, comme un Microsoft, viennent de annoncer un partnership avec Anthropic intégré dans Claude dans Office 365. Donc oui, il y avait Copilot, mais là, tout à coup, on se partner avec le plus gros, le gros méchant qui a frappé notre stock price parce que tout à coup, n'importe qui va être capable de répliquer le software qu'on crée. Je pense qu'on commence à voir des signes que c'est peut-être un peu overblown. Et beaucoup de ces titres-là, maintenant, c'est déjà des valorisations historiquement faibles par rapport à leur moyenne historique. Fait que, si tu tradais en moyenne à 35 ou à 25, puis là, tu trades à 18, 20, 21 sur les bénéfices de l'année prochaine, à moins que tu aies une érosion complète de ces bénéfices-là, ce que je pense que peu de gens anticipent, tu commences à avoir des opportunités un peu plus intéressantes. Fait à continuer à voir. Puis du côté US, on a commencé à en voir aussi, se faire ajouter dans notre valeur US, mais pas au même ton qu'au Canada, par le fait qu'au US, tu as aussi tout le côté semi-conducteur qu'on n'a pas vraiment au Canada, à part Celestica, qui est peut-être dans ce côté-là. Mais si tu regardes au US, tu as quand même des titres tech. Plus de choix. Plus de choix, puis le secteur, la moyenne du secteur, parce que la façon qu'on décide quel secteur qu'on overweight, underweight du côté valeur, c'est sur la moyenne du secteur et son co-bénéfice. Donc, le co-bénéfice moyen du secteur. Mais si tu as plein de semi-conducteurs qui sont encore relativement chers, comme des Nvidia de ce monde ou des Broadcom et autres, ça vient un peu nous limiter la capacité d'aller chercher du software dans le secteur. OK. C'était super intéressant pour les titres. Est-ce que, la dernière fois, on n'a pas parlé des FNB simplifiés. On a 10 minutes. Je veux être sûr qu'on en parle. Un, parce que les conseillers sur la ligne en utilisent beaucoup. Les performances sont bonnes. Puis on a fêté 5 ans. Ouais. Pourquoi tu penses que les conseillers l'ont adopté aussi rapidement? Ah, c'est une bonne question. C'est comme un peu wordé différent que d'habitude. J'aime ça, on fait du nouveau.
Je pense qu'il y a 3 raisons principales. La première, c'est la simplicité. Tu sais, c'est un portefeuille qui est mondial, géré de façon stratégique. Donc, tu sais en tout temps à peu près la répartition Ce que tu vas avoir. Fait que, tu sais, si tu achètes un FNB simplifié équilibre qui est un 60-40, là, évidemment, il y a un 2 de crypto-monnaie, donc pas tout à fait, mais tu le sais que c'est cette répartition-là que tu vas avoir à travers le temps. Il n'y aura pas de risque de déviation importante. C'est diversifié en termes de style, tous les différents facteurs qu'on emploie. Enfin, ça fait un produit, c'est très simple, c'est un produit clé en main. Maintenant, on a aussi 5 ans d'historique sur quelques-uns de ces produits-là. D'autres, ça va être l'année prochaine, les 5 ans. Donc, on a passé à travers des différentes années calendrier plutôt difficiles, d'autres euphoriques, d'autres corrects. Et on voit la valeur ajoutée qu'on est capable de créer à travers le temps. Donc, je pense que ça répond à beaucoup de besoins de ce côté-là. Deuxième, coût. Il n'y a pas beaucoup de produits dans l'industrie qui est capable d'offrir ça nécessairement. Lorsqu'on a frappé notre 5 ans sur l'équilibre et la croissance, donc je dirais que c'est les 2 points clés. Puis je pense aussi, je mentionnais la simplicité du produit, mais aussi la simplicité de l'emploi dans les portefeuilles. D'utiliser ça comme un core, je pense que beaucoup plus de conseillers se disent que ce soit pour des petits comptes. Si quelqu'un qui est discrétionnaire qui fait ses modèles, bien, peut-être qu'il ne va pas s'en servir nécessairement comme core dans le modèle discrétionnaire, mais pour tout ce qui est en dehors de modèle, utiliser un core, position satellite, je pense que c'est une approche qui est de... On dirait qu'on recule il y a comme 10-15 ans, c'était plus une stratégie qui était utilisée. Après ça, on a été augmenter la complexité des portefeuilles, puis là, on dirait que le balancier revient vers la simplicité. Donc, je dirais que c'est les 3 raisons principales. Ouais. Qui sont, littéralement, je pense que l'année passée, c'était notre meilleur vendeur ou en compétition. Ça a été longtemps les portefeuilles gérés, puis là, les FNB simplifiés viennent jouer du coude un petit peu. Ça reste les 2 meilleurs vendeurs chez nous. Ouais. Qu'est-ce qui nous différencie de la compétition vraiment dans la construction des simplifiés plus particulièrement? Bien, le fait qu'on n'a pas de passif, si tu compares avec tous nos compétiteurs principaux, là, pas pour les nommer, je pense que la plupart des gens sur la ligne les connaissent, c'est quasiment entièrement du passif ou de l'indiciel, autant d'un côté action que revenu fixe. C'est quelque chose qui est investi de façon très, très, très large. Fait que, la plupart de nos compétiteurs vont avoir entre 20 et 25 000 titres sous-jacents. Nous, on en a entre 2 000 et 2 500 titres sous-jacents. Puis si tu prends l'action, il y en a moins, évidemment, parce que les obligations en prennent une bonne partie de ça. Donc, je pense qu'on essaie, nous, de réduire l'éventail de possibilités. Si tu achètes 20 quelques mille titres, tu achètes tout. Nous, notre objectif, c'est de dire, avec une approche relativement simple, parce qu'on est capable d'aller chercher les meilleures opportunités, tout en obtenant le même effet de diversification. Fait que, c'est comme un gros filet ou une grosse entonnoir où est-ce qu'on se ramasse avec le meilleur décile, si on veut. Fait que, 2000, si tu veux surperformer, il faut que tu réduises... Il faut que tu enlèves des choses. Il faut que tu enlèves des choses où tu réduises les pondérations, où tu augmentes les pondérations, mais il faut que définitivement tu enlèves un certain nombre de titres. Ça, c'est une différenciation. Évidemment, on inclut également un peu de crypto-monnaie, donc un peu de Bitcoin. Donc, je dirais que ça, c'est les 2 points majeurs. Ceci dit, on a vu quelques compétiteurs commencer à dire « Ah, ça semble fonctionner pour eux, on va essayer. » Est-ce qu'il y en a aujourd'hui? Oui, donc on a vu quelques compétiteurs lancer des produits dans cet espace-là. Pour le moment, je pense qu'on est dans une très bonne position par le simple fait qu'à date, d'un côté performance, d'un côté structure de portefeuille, d'un côté construction, first mover aussi. Mais si je compare déjà les outils qu'on a bâtis, les sous-jacents, les FNB factoriels comme autant valeur que qualité, etc., il y a beaucoup de travail qui a été fait de la part de l'équipe de recherche de fidélité pour obtenir un produit valeur qui est évidemment le meilleur de l'industrie. Fait que, complet. C'est pas pareil comme si tu prends un indice S&P 500 chez un manufacturier versus un autre, ça va être la même chose. Sur le frais. Nous, notre recette de valeur est très différente de la recette de valeur de MSCI ou S&P Dow Jones ou d'autres manufacturiers d'indices. Nous, c'est vraiment des produits qu'on a créés chez Fidélité. Donc, je pense qu'on garde notre edge compétitif là, mais je pense qu'on commence à voir d'autres asset managers canadiens dire ça fonctionne, on se joint. Mais je pense que, comme tu as mentionné, le first mover advantage, mais aussi le proof is in the pudding là, en termes de rendement. Excuse-moi. Pas trop. Tu parlais d'exclusion tantôt. On a inclus le Bitcoin, fait que ça, c'est un ajout qui nous différencie, mais on a exclu certaines choses. Je pense à marché émergent. Y avait-tu une idée derrière ça d'avoir vraiment Canada, international, US, Bitcoin?
Pas de IM. Les IM, honnêtement, c'est parce que la façon, avec notre approche quantitative, si on veut, on n'avait pas d'outils qui répondaient vraiment à ce qu'on recherchait d'un côté marché émergent. C'est pas qu'on n'aime pas les marchés émergents ou qu'on voulait nécessairement les exclure, c'est simplement que on n'avait pas le bon outil pour le faire. Puis c'était pas une option pour nous de juste acheter un indice de marché émergent. Pour ceux qui en ont déjà acheté, ça peut fonctionner dans les périodes où les marchés émergents vont très bien, mais tu t'exposes à beaucoup de risques pour un marché qui est beaucoup moins efficient, qui est de beaucoup moins grande qualité. Quand je dis qualité, je parle de comme profitabilité moyenne, je parle de qualité de comptabilité. Si tu es en train d'exécuter des transactions de stock basées sur des données qui sont peut-être un petit peu moins fiables, peut-être fausses à certains points, mais définitivement moins fiables, et qu'il y a beaucoup plus de zones grises en termes de reporting standards puis de tout ça, tu peux t'exposer à certains risques à un certain point. Donc, c'est pas pour dire qu'on va jamais l'ajouter, puis on lance tout le temps des nouveaux produits de fidélité. Donc, si on a le bon produit marché émergent pour nous, on pourrait l'intégrer dans les portefeuilles dans le futur. Puis les portefeuilles simplifiés ont changé à travers les années. Il y a eu des ajouts, il y a eu des petites modifications, donc c'est pas impossible. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais c'est pas impossible si on a un bon fit. Ouais. Dernière question sur les simplifiés Bitcoin. Les clients, quand ça fonctionne, les clients sont contents de l'avoir. Quand ça ne fonctionne pas, bien, il y a toujours des questions qui se posent. Est-ce que ça a un impact? Il y a quand même une baisse importante depuis milieu d'année 2025. Qu'est-ce qu'on voit? Oui, ben, c'est là que les gens viennent cogner à la porte d'Étienne, poser la question pourquoi tu as mis ça dans les portefeuilles. Puis, la réalité, c'est la façon que nous, on le voit, c'est très différent de la plupart des investisseurs le voient, je crois. Quand tu penses au Bitcoin, tu te dis, OK, tu fais ça pour essayer d'aller chercher du rendement, parce que si tu regardes de façon historique, une nouvelle classe d'actifs qui a très bien performé, donc tu te dis, OK, mais je vais ajouter ça pour aller essayer de surperformer. Et c'est pas du tout la façon que nous, on la voit dans notre structure de portefeuille. C'est l'effet de diversification. À part l'année 2022, puis peut-être un peu 2023, je dirais, à partir de mi-2024, la corrélation du Bitcoin avec les actions, avec les obligations a été relativement faible. Et même dans les années précédentes, donc avant 2022, où est-ce que pas mal n'importe quelle classe d'actifs était en baisse, je veux dire, il n'y avait pas rien qui était immune, si on veut, à de l'inflation extrêmement élevée. Ça a été quelque chose qui aide quand même l'effet de diversification, malgré sa volatilité. Ceci dit, on respecte la volatilité. On se dit pas, on va en ajouter 5-10 %. Pour nous, c'était comme un effet marginal de réduction de risque. Donc, si on ajoutait jusqu'à 3 %, notre ratio Sharpe augmentait. Dès qu'on dépassait le 3 % ça commençait à un peu, si on veut... Gruger, ajouter trop de risque pour le rendement. Ça ajoutait trop de risque pour les unités de rendement que ça nous apportait. Et le deuxième point, fait que c'est diversification. Deuxième point, c'est que nos actions en moyenne, donc si je prends comme la somme de nos actions américaines, donc les 4 facteurs américains, les 4 facteurs canadiens, les 4 facteurs internationaux, donc ces 12 mandats-là ensemble, nos actions sont vraiment moins volatiles que nos compétiteurs. Fait que moins volatile veut aussi dire plus faible capture à la hausse. Beaucoup meilleure capture à la baisse, mais moins bonne capture à la hausse. Fait que quand on a des périodes un peu plus volatiles, comme cette année, ou quand on a des marchés un peu des sideways market, où est-ce que c'est pas un peu l'euphorie comme de avril jusqu'à, je dirais, novembre dernier, ou même fin octobre, comme tout ce qui était un peu junk montait. Tu peux être non profitable, mais si tu étais dans le bon thème ou bon secteur, tu montais pareil. Ça, c'est plus difficile pour nous, mais dans un marché plus normal, oui, on va capturer peut-être 96 % de la hausse, 95 % de la hausse, mais si on vient ajouter le Bitcoin, ça vient nous aider dans ces périodes d'euphorie-là, parce que si à un certain point, on le voyait un peu comme un Nasdaq, un leverage Nasdaq. Fait que, c'était très corrélé pendant un bout de temps à des technologies émergentes, tout ce qui est... c'est un boost, carrément. C'est un boost sur notre portefeuille. Ça nous permet d'aller chercher un peu, de ne pas laguer dans des périodes de upside très importantes. Tu sais, quand vous voyez les graphiques monter en haut vers la droite de façon très abrupte, mais ça nous aide à keep up avec ça. Mais la réalité, c'est que si je regarde les périodes où est-ce que le Bitcoin est en baisse dans le portefeuille, donc la période comme de octobre, ça a baissé comme de plus que 15, 2022, c'était moins 65. Je pense que cette année... C'est notre meilleure année d'alpha pour les portefeuilles versus nos compétiteurs. Puis même depuis le début de l'année, c'est un détracteur dans le portefeuille, mais nos stratégies faible vol marchent, nos stratégies low vol, nos stratégies valeur marchent, nos stratégies momentum marchent. Donc, ça nous permet de prendre un peu plus de risques pour le upside, mais nos autres composantes sont
il compense plus que qu'est-ce que ça peut nous avoir comme impact négatif dans les périodes de volatilité. Fait que je suis quasiment content quand le Bitcoin baisse. Parce que 97% du modèle ça tout le monde dans le portefeuille, mais l'effet de diversification est là pour nos actions. Est-ce que c'est là pour toutes les actions? Je ne sais pas, mais pour nos actions, nous on le fait, ça fait du sens. C'est extra clair. Merci Étienne pour ton temps aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion Dialogue Fidélité. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à Dialogue Fidélité sur la plateforme de balado-diffusion de votre choix. Et si vous aimez ce que vous entendez, laissez un commentaire ou une note de 5 étoiles. Pour plus de renseignements sur les web-émissions en direct à venir, veuillez consulter fidélité.ca. N'oubliez pas de suivre Fidélité Canada sur LinkedIn, YouTube et Instagram et de vous abonner au Dialogue Fidélité sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Nous conclurons la balado-diffusion d'aujourd'hui par une note légale. Les opinions exprimées dans cette balado-diffusion sont celles des participants. Elles ne reflètent pas nécessairement le point de vue de Fidélité Investissement Canada SRI ou de ses sociétés affiliées. Cette balado-diffusion est fournie à titre d'information seulement et ne doit pas être interprétée comme des conseils en placement ou des conseils d'ordre juridique ou fiscal. Elle ne constitue pas une offre d'achat ou de vente et Fidélité n'appuie, ne recommande ou ne parraine aucun des titres ou des entités mentionnés. Veuillez lire le prospectus d'un fonds avant d'investir. Les fonds ne sont pas garantis. Leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Les placements dans les fonds sont assortis de frais, de dépenses et de commissions. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!